7 janvier, il est 4 heures et quelques du matin. Je voudrais intituler ce court propos en attente de révélation. Bien entendu, je viens de suivre un débat entre deux personnes parlant de questions de loi et de code religieux, et donc le mot révélation vient de là, et par extension le mot révélation et aussi s'attache ou s'associe à d'autres choses que j'ai pu suivre ou lire, en tout cas en attente de révélation. Bien entendu, il y a une limite à cette évocation, à ce désir de révélation. Un prophète, quand il se met en tête de proclamer son message, il s'exposait en tout cas, il peut encore s'exposer aujourd'hui à des réactions plus ou moins hostiles. Avant, c'était peut-être la lapidation, la mise à mort, etc. Aujourd'hui, c'est sûrement l'hôpital psychiatrique ou alors les tribunaux, parce que ça pourrait prendre l'aspect d'un appel à la désobéissance, voire à quelque chose de plus actif, comme une sorte de désobéissance, pas seulement, j'allais dire, symbolique ou juste, mais une désobéissance qui s'accompagnerait d'actes visant à abattre une cité qui, voilà, donc, qui vise à renverser l'ordre installé. Aussi, donc, la révélation, souvent, nous avons une idée de nous-mêmes qui est un peu trop démesurée, nous sommes prétentieux, et nous pensons à nous en termes finalement, nous voulons être des acteurs majeurs, non seulement de notre, de finalement, par-delà le temps et l'espace. Nous voulons amener quelque chose et impulser quelque chose. Alors, on attend de révélation, ce n'est pas seulement pour moi, ce n'est pas une révélation qui va me profiter personnellement, je ne sais pas, je pourrais avoir une idée des chiffres ou des numéros d'une loterie quelconque, ou d'un projet qui pourrait me rapporter de l'argent. C'est pas ce type de révélation dont j'ai besoin. La révélation, ça peut être une sorte de processus de compréhension et qui s'enclencherait. On commencerait un peu comme si on a l'alphabet. Ça, c'est la chose qu'on a très vite. Mais après, tout dépend de ce qu'on va en faire. Alors, on a une sorte d'alphabet qu'on utilise régulièrement. Mais l'alphabet, comment vivre, l'alphabet de la vie, comment se protéger, etc. Mais on voudrait, à travers cet alphabet, accéder à quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus, je trouve pas le terme, j'ai que le terme impactant, c'est un terme qui s'accroche un peu, mais beaucoup plus éclairante. Je voudrais accéder, voilà, je mets ensemble des mots, je mets ensemble des vérités
qui se présente dissocié, sans structure, sans homogénéité. Je voudrais que tout cela s'homogénise et que ça débouche sur une vision synthétisante ou synthétisée, ou une synthèse, voilà, une sorte de synthèse globale. Bien sûr, on le sait, le travail d'association, ce n'est pas un travail qui obéit à des règles précises. Le travail d'association est un peu une sorte de quête de l'improbable, souvent. Donc l'alphabet, on l'a, mais c'est pas pour cela qu'on commence à pouvoir raconter des histoires ou construire des scénarios. Nous avons l'alphabet, mais nous en faisons un usage très commun. Voilà. C'est un usage utilitaire, un usage fonctionnel, rien de plus. Je communique, c'est tout. Mais je ne vais pas loin. J'essaie pas de développer une vision qui d'abord va s'appuyer sur l'alphabet et sur les mots. Donc j'ai les mots qu'il faut, mais je n'arrive pas à les mettre ensemble pour qu'ils constituent la matrice de quelque chose de neuf ou de nouveau, quelque chose de suffisamment original et suffisamment expressif, suffisamment parlant, suffisamment révélant, suffisamment éclairant, suffisamment voilà. Donc en attente de révélation, je lis un article sur la dépression et sur l'état un peu l'état de déprime et sur l'état d'accablement. On peut être touché. Le problème qu'on a quand on est en face de ce type de description de symptômes, etc., c'est que ça a tendance à prendre en compte qu'un aspect. Dans une forme d'abattement, il n'y a pas qu'un élément qui intervient. Il y a plusieurs éléments. Et la décision, par exemple, de mettre fin à ces jours ne peut pas être une décision impulsive. C'est une décision qui, bien sûr, il y a un élément qui va prédominer. Mais quelquefois, on prend en compte plusieurs éléments. Donc ce n'est pas obligatoirement, bien sûr, je voudrais exprimer l'état dans lequel je suis, qui est un état pas très glorieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Je parle parce que j'ai besoin de parler, mais aussi parce que je viens d'écouter un YouTuber qui parle des livres qu'il a aimés. Et il a fait à 4 heures du matin, donc je suis à peu près dans le même temps que lui. 4 heures du matin, il s'est levé, mais lui, il avait un café devant lui, un morceau de gâteau, etc. Il petit déjeuner, donc moi, je vais... Et donc, c'est... Bien sûr, la solitude et le fait de se retrouver seul dans ce lit, ça permet justement d'être disponible pour faire cela. Si on est avec quelqu'un, on ne peut pas. Je le fais à partir de mon lit, ce qui est encore, ça accentue le caractère, la singularité de l'action. Donc je parle alors que je suis normalement je devrais être couché, mais bon voilà, maintenant je me couche très tard et voilà, donc je suis dans une position du dormeur et pourtant je suis toujours éveillé et voilà, donc on attend de révélation. Dans cette histoire, nous sommes tous nourris d'un imaginaire, utilisons le terme ambiant,
un imaginaire un peu légendaire. Pour ne pas dire religieux, il faut dire légendaire, puisque c'est plus de la légende, et c'est souvent non pas des actes qui ont eu lieu, mais c'est des actes qui ont une signification plus symbolique que véridique, qu'historique. Un acte, l'acte du voyage, par exemple, le déplacement du prophète de l'islam de Médine, je pense, de Médine à Jérusalem, c'est bien entendu l'aspect symbolique qui est soulevé dans cette question. Physiquement et matériellement, c'est impossible de faire un voyage comme ça à son époque, comme ça, de se déplacer en une nuit, faire ce pèlerinage. Bien entendu, en quoi c'est important et en quoi c'est plus du symbolique qu'autre chose, parce que c'est Jérusalem. C'est pas n'importe quoi, c'est Al-Quds. Donc il y a le voyage, et quand on sait la place qu'a occupé et continue d'occuper Jérusalem et Al-Quds dans l'imaginaire et dans finalement dans le cœur même des musulmans, Jérusalem qui fut la première Qibla, c'est-à-dire la direction de la prière. On priait vers Jérusalem. Donc, comme elle est pour les chrétiens, quand un corps est mis en terre, il est possible, je ne sais pas si c'est pratiqué tout le temps, mais ça a été pratiqué. Alors le corps, il est dirigé vers la direction de Jérusalem. Donc les musulmans priaient, les premiers musulmans, en direction de Jérusalem. Après, il y a eu, j'allais dire, une sorte de localisation, un mot encore très à la mode à notre époque, localisation, il dit nationalisation, mais localisation, voilà, on prie en direction, on a commencé à prier en direction de la Mecque. Alors, l'islam affirmait quelque part comme si l'islam s'émancipait d'une certaine façon de cet héritage, mais s'émancipait sans rompre. Bien entendu, il n'y avait pas de rupture, il y avait juste une réorientation. Et donc le voyage miraculeux du prophète est un voyage, donc comme je viens de le dire, plus symbolique que réel, que véridique. Donc je ne sais pas pourquoi je dis ça, on a toujours envie d'apporter son pierre à l'édifice ou d'enlever une pierre à l'édifice, puisque quelque part, l'interprétation qu'on apporte peut être considérée comme une sorte de plutôt une contribution non désirée. Donc on serait en train de détruire quelque chose, de participer à la déstructuration de quelque chose qui était à sa place, et on serait on ferait du sabotage, voilà, quelque part. Donc, en attente de révélation, voilà, cet état de solitude est générateur de choses qui peuvent être intéressantes. Parce que dans cet élan vers la liberté, on n'est pas alourdi, on n'est pas freiné par la volonté de composer avec quelqu'un d'autre. Bien entendu, quand je tiens un propos, je peux m'autoriser un petit exercice de liberté, mais je ne vais pas vers la liberté absolue. Je crains pas Dieu, évidemment. Je crains les fidèles
Je crains les observants, je crains ceux qui se réclament de Dieu et ceux qui ne se réclament pas de Dieu, mais qui se réclament, qui se placent comme dépositaires de l'autorité. Il y a des lois humaines suffisamment répressives pour un certain nombre de gens qui se mettraient à dire des choses qui ne sont pas qui seraient considérées comme des atteintes au sacré. Il y a du sacré républicain, il y a du sacré, j'allais dire, laïque, du sacré non religieux, c'est exactement ça. Donc on pourrait être puni. Donc il y a une limite. Alors je ne suis pas totalement libre. Bien entendu, la liberté absolue n'existe pas, ne serait-ce que parce que je n'ai pas accès à beaucoup de mots, donc je suis limité dans ma volonté d'exercer une grande liberté par les mots, et je suis limité aussi par les mots que je possède, moi. Je n'ai pas tous les mots, et les mots que j'ai, je peux quelquefois ne pas savoir comment m'en servir pour originaliser un propos. Je peux les utiliser toujours de la même façon et donc je suis limité de plein de façons. Mais en tout cas, je n'ai pas quelqu'un qui va me dire parle moins fort ou tu ne devrais pas parler comme ça. Je ne suis pas contrôlé immédiatement par quelqu'un d'autre, à part par moi-même et par ma prudence. Le degré de prudence que je m'autorise, voilà. Donc, j'ai personne. Et il y a toujours cette question à laquelle on n'a pas de réponse. Alors, on peut demander à quelqu'un qui t'accompagnait dans sa vie, on peut lui demander est-ce qu'il n'a pas envie, quelquefois, de se sentir moins intégré dans ce collectif, et est-ce qu'il ne serait pas un peu demandeur d'une certaine forme de solitude. Alors, il y a deux possibilités, il n'y a pas une troisième ou une quatrième. Voilà, soit on vit seul et on a les avers, je ne sais pas, et les travers de la solitude, ou alors on est accompagné en même temps. Il faut savoir faire des compromis, il faut savoir faire une place à l'autre dans tous les aspects de sa vie. Ce qui est, pour moi en tout cas, quelque chose d'assez difficile à envisager ou à accepter sur le long terme. Au début, on est toujours très à l'écoute et on fait des concessions, mais peu à peu, on récupère finalement notre personnalité première et on se détache de l'autre et voilà, on redevient un peu ce qu'on a été avant. Voilà, donc on attend de révélations à un moment. C'est vrai, beaucoup de gens parlent et quelquefois on comprend, on apprécie aussi l'effort qu'ils font parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Des gens parlent de tas de choses, donnent de leur temps, de leur énergie, etc. Et ils se mettent quelquefois en danger et se découvrent devant les autres. On les voit. Ce n'est pas toujours facile et quand on se met comme ça, on se découvre devant les autres, on risque d'être mal estimé, mal jugé, parce que dans le feu de l'action, finalement, on peut faire preuve d'un manque de clairvoyance, d'une ignorance, d'une sorte d'incapacité à penser même. On peut penser, moi je peux penser que je suis en train de penser, mais en fait je ne fais pas, je ne pense pas. Et je me crée une illusion. Et ma pensée, je peux la considérer comme
intéressante, mais en fait, elle ne l'est pas. Donc, je peux montrer que ce que je dis n'a aucun intérêt. Par exemple, pour un peu utiliser une phrase de ce type, je continue de penser que ça a un intérêt, mais on peut contester le degré d'intérêt de ces propos. Mais après, voilà, donc je prends le risque d'être mal compris, d'être peut-être même moqué, bien entendu, mais je sais que je fais cela en toute connaissance de cause. Je n'ai pas besoin de le faire. Je le fais parce que je veux continuer c'est l'exercice un peu cognitif, c'est l'exercice lexical auquel je voudrais continuer de me conformer pour garder une certaine vivacité, pour ne pas vieillir trop vite et pour ne pas perdre l'usage des mots. Il y a de ma part un intérêt très personnel et j'allais dire égoïste dans cet exercice. Je pense d'abord à moi et après, si mes propos finalement touchent à quelque chose d'universel, tant mieux. Mais d'abord, je pense à me maintenir en forme sur le plan intellectuel parce qu'autrement, déjà, je suis dans une position pas extraordinaire, même si avec l'Internet, je continue de m'informer, mais l'Internet, il ne vous pousse pas à reprendre des études en profondeur. Je ne me suis pas donné la peine d'apprendre un nouveau savoir, par exemple, de partir dans l'étude d'ouvrages bien précis et très pointus, etc., qui m'auraient demandé de faire un vrai effort. Lire un article, ce n'est pas quelque chose de difficile. Un article sur un site quelconque, ça se lit très rapidement. Et c'est vrai que quand c'est de l'information, ben, on n'y apprend pas grand-chose, on apprend quelque chose qui s'est produit, mais au niveau des mots, au niveau de l'effort fourni, il n'y a pas grand effort. Ça passe ça se fait de façon très, comment dire, très sans effort manifeste. Voilà, je lis ça et c'est juste l'effort de concentration, mais c'est pas une grande concentration. Alors donc on attend de révélations et comme je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on cherche. Alors il y aura un système dans lequel il y aurait plusieurs paliers à franchir. Alors je dirais plusieurs voiles. Il y a le voile. Le premier voile, le deuxième voile, le troisième voile, le septième, et le sixième, et le 16e, et le millionième voile. Et à chaque fois, comme quelqu'un qui a parlé aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire, on lui a posé la question sur le futur, il a dit le futur c'est un horizon qui s'éloigne perpétuellement. Et c'est vrai, on approche, on voit un horizon, ça nous paraît quelque chose de définitif, finalement, ça devient presque palpable, et pourtant l'horizon, c'est juste une sorte non pas une convention visuelle, c'est une sorte d'illusion. L'horizon est toujours devant. Chaque fois qu'on approche, on en approche, il s'éloigne. Donc le futur, voilà, chaque fois qu'on voudrait avoir une opinion sur le futur va finalement échapper, va échapper à cette tentative de définition et finalement d'anticipation. Donc la révélation serait un effort finalement presque vain, puisque à chaque fois qu'on pense avoir découvert
découvert quelque chose, ou arrivé à franchir un degré, on voit devant un nouveau degré, une nouvelle difficulté, une nouvelle épreuve, et on finit jamais avec les épreuves. Et donc, parce que la révélation, quelquefois, elle est trompeuse. Parce que vous avez la révélation de quelque chose, mais cette chose, vous la pensez fondamentale sur le moment, et puis, au bout d'un certain temps, elle ne vous apparaît pas si fondamentale que ça. Et souvent, quand vous amenez cela, quand vous le mettez devant quelqu'un, souvent cette personne, elle ne trouve pas ça vraiment très révélateur, elle prend ça pour quelque chose d'assez commun. Voilà, donc ma vérité, ma révélation réduite à néant. Donc je dois attendre finalement de parvenir à une autre révélation. Voilà, et donc je ne sais pas quand cela se produit. Ce n'est pas une sorte de progression mètre par mètre. Quelquefois, le temps de latence entre deux révélations, ça peut être un temps qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas anticiper. Une révélation arrive au point 0, et une autre arrive juste au point 1, et une autre va arriver au point 10. C'est-à-dire qu'elle va mettre 9 fois plus de temps pour se produire. Voilà, il n'y a pas, on peut pas comme ça programmer les révélations. On attend de révélations, et on voudrait en fait finalement, pour en finir avec la vie, si je veux mettre fin à mes jours, bien entendu, je ne voudrais pas le faire pour les mêmes raisons que tout le monde. Je suis suffisamment, je veux dire, imbu de moi-même pour essayer de trouver un peu ma voie dans ce type de situation. J'ai pas de compagne, je dirais, oui, j'accompagne ma compagne dans la mort. J'ai pas ça. Je meurs pas pour soulager la Terre de mon empreinte carbone, je m'en fiche de la Terre. Si la Terre devait crever, elle crèvera, c'est pas moi qui pourrais la tuer. Je suis insignifiant, et je ne vais pas me prendre pour ce que je ne suis pas, et je ne vais pas développer une autre conception du péché originel ou du péché principiel. Moi, je ne suis pas... non, je n'ai rien fait à la terre, et la terre, elle a été là avant moi, elle sera là après moi, et je peux peut-être... et je sais pas, je déplace quelque chose, je déplace une pierre, mais finalement, qu'est-ce que ça change? Les choses qu'on fait, les modifications qu'on fait, c'est vraiment quelque chose à la surface. La Terre n'est pas que la surface, la Terre, évidemment, on le sait, la Terre, c'est un ensemble, et cet ensemble, il est d'abord lié par sa structure propre, et il réagit à ses composants internes, et non pas les humains. Oui, ils pourraient quelquefois, mais je ne vois pas les humains déclencher un nouvel âge volcanique, etc. C'est beaucoup plus, c'est moins à la portée des humains, et ça ne le sera jamais. Alors après, la Terre, elle est aussi en relation avec son environnement, avec le soleil, avec peut-être il y a aussi une sorte il y a aussi l'environnement cosmique plus large. Donc voilà, donc les interactions entre les corps célestes, l'homme, il n'a rien à... il ne compte pas dans cette affaire-là. Alors,
je m'en fous de certaines choses. Alors, voilà donc la mort. Finalement, je ne vais pas mourir parce que quelqu'un va me transmettre une vérité. Un bouddhiste que je pourrais rencontrer, il pourrait me dire, finalement, ne prends pas les choses trop à cœur. Finalement, si tu penses, fais le choix qui te convient. Si tu penses que ton choix le plus finalement, celui qui t'intéresse le plus, qui t'importe le plus, c'est de cesser de souffrir, s'il présente la chose ainsi, ben fais-le, mets fin à ta souffrance. Je ne sais pas ce que je pourrais me dire un bouddhiste ou un autre adepte, ou un adepte d'une autre tradition. Je ne sais rien. Pour l'instant, la vie, c'est pas moi qui en ai le maître. Même si je mets fin à mes jours, je ne suis pas le maître. Il y a un moment où j'ai pensé comme ça, non pas par orgueil, mais juste par hypothèse. Je me suis dit, celui qui se suicide, finalement, il s'octroie un rôle qu'il n'a pas en fin de compte. Il devient son propre maître. Finalement, il se saisit de son destin. Ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est qu'une lecture parmi d'autres lectures possibles. Donc, la mort, elle arrivera. Quoi que je fasse ou que je ne fasse pas, elle arrivera. Donc, je n'ai pas à la hâter, je n'ai pas à lui souhaiter la bienvenue, je n'ai pas à l'encourager, je n'ai pas... Et voilà, donc la vérité, oui, je dirais, j'aurai une révélation, après je pourrai mourir. Oui, voilà, comme la personne de tout à l'heure qui a parlé dans une vidéo, qui a dit, voilà, qui a été acheté des livres, qui disent, voilà, les 100 livres, ou les 1000 livres, ou je ne sais pas quoi, il faut avoir lu avant de mourir. Oui, voilà, j'aimerais peut-être accéder à certaines vérités, ou certaines révélations, avant finalement d'accepter l'idée de mourir. Je ne mettrai pas fin à mes jours si j'ai accès à une révélation puissante, j'allais dire une révélation qui aura un caractère hyper, comment dire, un caractère d'absoluité inégalé. Je suis totalement comme, oui, quelqu'un qui pourrait dire, j'ai vu le visage de Dieu, et ça y est. Oui, de ce type-là, je suis pas Moïse, mais je me prends. Moïse peut-être n'a pas vu Dieu, c'est juste... mais en tout cas, il me plaît quelquefois de jouer avec avec ces choses-là, avec ces mots-là. C'est mes jeux d'adulte. Je ne fais de mal à personne et ça consomme rien. C'est zéro empreinte carbone. C'est vraiment jeu de mots. Après, voilà, donc c'est vrai comme le soleil, on accepte bien qu'il y ait des saisons assez contrastées. Mais même en plein milieu de l'hiver, on aime bien qu'il y ait du soleil. Alors j'aimerais les idées, les révélations, c'est un peu comme le soleil qui peut-être m'illuminerait mes jours un peu ternes. J'accepte le côté terne ou la ternitude de la vie ou de certains moments de la vie. J'accepte cela, puisque ça ne peut pas être toujours égal, uniforme, dans la même veine. Ça doit changer. C'est aussi le changement, c'est aussi une manière d'apprendre à cultiver le désir. Si on a toujours accès à une sorte de félicité permanente, on s'en lasserait. Donc le paradis est plus la chose, c'est plus important à désirer plutôt qu'à y accéder. Le paradis, c'est
c'est intéressant parce il est fortement chargé en désir et en attente. Ah, c'est comme quand on attend d'aimer. On se dit, tiens, je vais aimer, j'ai besoin d'aimer, j'attends que cela. Une fois, je ne sais pas, quand on a embrassé quelqu'un, le premier baiser, c'est plus important. Après les autres baisers, même s'ils sont en quantité incalculable, bah, oui, c'est normal. Quand on est avec quelqu'un, on l'embrasse. Et c'est pas à chaque fois, on va pas crier de joie. On l'embrasse et puis on le rembrasse et puis on s'arrête un peu. Puis ça n'a plus la même, le même goût et la même primeur. Voilà. Voilà la chose. Donc c'est le premier baiser auquel on se réfère. Après, les seconds et les suivants voilà, sont très ordinaires et voilà. Donc la chose, le paradis, une fois qu'on y est peut-être, on s'en lasserait très vite. Parce que ça sera toujours la même chose. Il faudrait que ça soit un paradis très dynamique, qui changerait tout le temps. On changerait le décor, peut-être on changerait de forme, peut-être finalement ça ressemblerait à une sorte de vie terrestre. Je suis dans ma ville, je la connais bien, finalement cette ville, au bout d'un moment, je veux la quitter, je veux aller en bord de mer, ou je veux aller séjourner dans un autre hémisphère, je veux aller voir ce qui se passe ailleurs. Si je vais séjourner dans une île paradisiaque, le fait que je puisse y passer du temps, c'est uniquement à la condition que je puisse en repartir. Parce que autrement, être comme ça au milieu de nulle part, avec très peu de gens, là aussi il y aurait une forme de désintérêt. Au bout d'un moment, ça n'a plus aucun intérêt. La mer est turquoise et belle, mais wow, tout est magnifique, mais ça va. J'ai goûté, j'ai vu, j'ai expérimenté. Maintenant, je veux revenir, je veux aller voir ailleurs. Voilà, donc le paradis, ça serait la possibilité d'avoir accès à une diversité de paysages, à une diversité d'expériences. Et ce n'est pas le paradis tel qu'on nous le présente comme quelque chose d'un peu fixe. Oui, tout sauf la fixité, tout sauf l'immobilité, le changement. Donc un paradis très changeant. Alors on pourrait même finalement un paradis dans lequel il y aurait de la souffrance, parce que de la douleur, parce que cela donne un certain goût aux choses, donne une valeur aux choses, la privation. Donc c'est voilà. Mais comment on joue avec les mots, mais ce n'est pas vraiment un jeu, c'est sérieux. C'est sérieux. Jeu, il y a beaucoup de jeux qui n'en seront pas, donc il ne faut pas non plus se focaliser sur le terme de jeu. C'est juste un mot qu'on intègre à quelque chose qui a des fondements assez sérieux, assez solides. C'est réellement, voilà ce qu'on peut faire à travers les mots. Voilà une chose à laquelle je suis arrivé. Voilà une révélation sémantique au minimum à laquelle je suis arrivé. C'est pas la révélation qui va bouleverser ma vie, parce que j'avais justement les mots en moi et je n'ai fait que les relier. Le changement, j'ai relié le changement, la diversité, le mouvement, la mobilité. J'ai associé ça à l'image du paradis. C'est la première fois que je le fais. Mais ce n'est pas une révélation, j'allais dire,
indépassable. C'est une étape. J'ai franchi une étape. Mais encore, mais est-ce une étape importante? Je ne pense pas. Et c'est quelquefois on fait des choses qui n'ont pas grande importance. C'est comment finalement le paradis, c'est comment le paradis, la vraie, la vie joyeuse, la belle vie, c'est d'être dans une interaction avec un certain nombre de gens, et ces interactions sont de nature à vous procurer toute une diversité de sentiments. Vous avez une place et vous jouez un rôle, et ce rôle vous convient un minimum, et vous êtes à votre place avec les gens avec lesquels vous pouvez collaborer, vous pouvez partager des expériences, des moments, etc. Un peu, pas des êtres identiques, mais des êtres qui ont un minimum d'accord avec vous. Après, la diversité et finalement même la différence et l'opposition même, une dose d'opposition est nécessaire au bon fonctionnement, à la santé d'une relation. Il ne faut pas qu'il y ait une correspondance parfaite, il faut qu'il y ait une sorte de distance, mais avec la volonté malgré tout de veiller sur la relation. On ne sacrifie pas la relation au bénéfice, pour le bénéfice d'une défense, de la défense d'une opinion. Mon opinion, bien entendu, je l'expose, mais je ne lui accorde pas un caractère de sacralité. Et en plus, cette opinion, finalement, j'en suis un peu prisonnier, donc je ne dois pas la défendre de façon trop extrême. Ouais, c'est un peu comme la vérité. J'ai une vérité par rapport à certaines choses, mais c'est parce que c'est un peu mon héritage, c'est un peu ce qu'on m'a mis dedans, les choses que j'ai rencontrées, les expériences que j'ai faites. Mais moi, je n'y ai eu accès qu'à certaines expériences, qu'à certaines choses. Je n'ai pas eu accès à la totalité, donc je n'ai pas la totalité et la vérité dans sa totalité. Je n'ai accès qu'à une portion de la vérité. Donc, après, si on n'est pas d'accord sur ça, si quelqu'un pense qu'il a la vérité dans toute sa globalité, dans toute sa multiplicité, alors évidemment, celui-là, c'est un vrai opposant, donc c'est quelqu'un, c'est une opposition assez tranchée, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait quand même, donc la révélation, elle arrive. Je parle parce que je disais tout à l'heure que je continue un peu. Il y a un moment où on entend parler les gens. Ils parlent des choses qui nous intéressent beaucoup ou un peu moins, mais ils parlent. Ils sont dans la prise de parole. Comment s'adresser à ces gens? Et c'est vrai que aujourd'hui, avant, on avait difficilement accès à la parole universelle. Aujourd'hui, on y a accès. Si on pratique plusieurs langues, on a accès à diverses versions. Et donc, on a accès à des gens. Et on a accès de façon assez facile, mais souvent de façon aléatoire. Ce n'est pas quelque chose de très organisé. Alors, mais au final, on a des gens qui parlent et qui expriment leur point de vue, et on aimerait aussi participer.
c'est toujours une sorte de jeu, ou une sorte d'interactivité. Donc, comme on n'a pas la possibilité de le faire, il y a des gens qui le font. Donc, quand c'est des diffusions directes, il y a des gens qui commentent, etc. Mais voilà, quand on n'a pas envie, parce que c'est quand même assez pénible, et puis voilà, et puis c'est pas vraiment très instruisant. Donc je préfère parler moi, et finalement derrière mes paroles, on peut évidemment deviner les différents échos des paroles que j'ai entendues précédemment. Un peu, je régurgite un peu certaines choses que m'ont comment passer d'autres personnes. Évidemment, cela n'est pas aussi direct, c'est juste une façon de parler. Euh, et en fait, je, je m'adresse à moi-même et je suis un peu, je guette l'émergence de quelque chose. Alors la révélation, c'est aussi l'émergence et l'apparition presque miraculeuse d'une sorte de vision, d'une éclairance, d'une fulgurance. À un moment, la chose qui vous traverse, la fulgurance, c'est la chose qui est capable de vous abattre. C'est violent, une fulgurance. C'est quelque chose, d'un seul coup, vous vous réveillez un peu. Ça me rappelle cette histoire de, euh, de la révélation prophétique dans laquelle peut-être, si j'ai bien ce souvenir-là, correspond à quelque chose. Il était peut-être, d'après un témoin, le prophète était dans des états assez difficiles. Il souffrait pendant qu'il recevait la révélation. Donc, on pourrait finalement accéder à la vérité n'est pas sans risque. Donc, on aimerait malgré tout, voilà, je suis traversé comme, je sais pas, on va dire, Zeus qui me foudroierait, c'est-à-dire le maître de la foudre. Et à travers cela, je vais accéder, peut-être de façon très brève, à un monde, à une compréhension qui m'était totalement occultée ou invisible auparavant. Voilà, bam. J'ai eu le droit de jeter un coup d'œil. Ben, bien sûr, ça m'a coûté. Je suis brûlé de partout, deuxième degré, mais c'est le prix à payer. Donc c'est le prix à payer, voilà, donc la révélation. Alors comment dire ces choses-là? Surtout, malgré tout, on n'a pas toujours, à un moment donné dans notre vie, on peut être, on pense que, on parle dans la nuit, et les gens qui entendent cela, peuvent très bien penser, cette personne, c'est toujours la même chose, toutes les nuits, elle est comme ça. Non, c'est pas toujours qu'on devient comme ça, qu'on inverse son mode de vie. Mais quelquefois, il y a des nuits où on n'a rien à dire, où on n'a pas la force, le corps nous est pas n'est pas notre allié. On pourrait avoir envie, mais il y a quelque chose qui nous retient. C'est pas qu'on n'a rien à dire, parce que finalement, une fois qu'on prend la parole, il y a toujours des mots. Il y a toujours des mots, c'est ce qui fait la spécificité de l'humain. L'humain, il n'a pas besoin de beaucoup pour parler de choses et d'autres. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je parle. Et simplement, cet acte
et générateur de lui-même, de sa propre continuité. Il se crée au fur et à mesure donc qu'il se produit. Voilà, c'est sa spécificité, j'allais dire, permanente. Euh, Simplement, c'est pas toujours évident. Et j'ai parlé, mais jamais après 4 heures. Voilà, ça je sais. Après 4 heures, c'est le territoire un peu un autre territoire. Alors parler après 4 heures, ouais, j'aimerais bien, là c'est 5 heures, donc bientôt je vais achever 1 heure, c'est déjà ça. Alors je reviens sur le propos principal, qui est celui de la révélation. C'est vrai qu'on aimerait être moins une sorte d'objet un peu bizarre. Ce que je dis, c'est en relation avec un état psychologique un peu perturbé. Je ne dis pas les choses. Tout ce que je peux dire, ça peut s'expliquer par un désordre ou par une défaillance ou une autre. Non, j'aimerais être un peu plus autonome et un peu plus, un peu moins dans la pathologie ou dans l'anormalité. Oui, il y a de cela, mais je ne voudrais pas que ça soit la seule façon d'approcher cette histoire-là. Il y a là le fait même de parler et de pouvoir aligner les mots. Il y a là comme quelquefois une chose qui peut paraître très facile, mais c'est aussi une sorte de miracle, une sorte d'événement exceptionnel. C'est exceptionnel de parler, surtout à cette heure-ci. C'est assez peu fréquent. Et quand on est un peu gâté par le hasard et on a dans sa bouche des mots et qu'en fait on n'est pas trop dans la difficulté, que les mots viennent assez normalement. Et on enregistre, là on est devant quelque chose qui est assez sympa et assez plaisant. Il n'y a pas là l'expression d'une souffrance quelconque. Quand j'affirme la solitude, je ne dis pas que je souffre de la solitude. Je dis, voilà l'éventail de choix qu'on a. On n'a pas énormément de choix. Seulement, il y a la solitude, mais il y a ce qu'on en fait. Ça, c'est c'est une évidence. Mais il y a, comme il y a l'Internet, et ce qu'on en fait. Comme il y a l'alphabet, et ce qu'on en fait. Comme il y a les mots, et ce qu'on en fait. Comme il y a la volonté et le désir, et ce qu'on en fait. J'ai le désir de découvrir. Mais ça peut, souvent, ça reste un niveau très primaire. J'ai exprimé cela, mais je ne lui donne pas corps. Voilà, j'ai des désirs qui sont restés stériles, qui sont restés au niveau premier de la matérialité. Voilà. Oui, je me souviens d'avoir eu cette envie-là, mais après, voilà, c'est resté au stade de simple envie. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'approfondir, j'ai envie d'atteindre, j'ai envie d'expérimenter. Voilà, ça c'est un problème universel et qu'on partage avec les uns, avec les autres. C'est toujours l'histoire, un peu le regret et le malheur de tous, c'est de devoir un peu se résigner devant les nombreuses renonciations auxquelles on a donné naissance. Voilà, j'ai laissé, comme on dit, j'ai laissé grandir en moi un monstre et j'ai laissé
s'est développé en moi une sorte de résignation, une sorte de renonciation, une sorte de démission. Et voilà. J'ai donné naissance à cette chose totalement impossible et totalement inconcevable. Et voilà, je dois vivre avec. Donc, en attente de révélation, finalement, on pourrait dire qu'il y a une révélation de l'ordre de la totalité. Voilà, c'est une révélation qui intéresse l'espèce tout entière, ou qui intéresserait le règne du vivant, des espèces vivantes. Donc c'est quelque chose, bien sûr, nous partageons beaucoup de choses avec les êtres, avec les autres êtres vivants. Cela a été dit, redit et démontré par tous les moyens possibles. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo dans laquelle une biche sautillait dans les vagues. Elle s'approchait des vagues, quand les vagues remontaient, elle s'éloignait. Et la chose que chaque humain a faite quand il se trouvait en bord de mer, sur une plage, et elle se mettait aussi à l'eau. Il y avait de sa part, c'était une biche, c'était assez jeune, donc il y a quand même un côté un peu adolescent, mais il y avait elle prenait plaisir à faire cela. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'ai oublié le rapport. En tout cas, on pourrait finalement, quelqu'un a parlé dans une vidéo, a dit une joie enfantine. Il y a des choses comme ça qu'on voudrait. Alors la révélation, la vérité ultime, c'est finalement, alors on a dit des déprimés qui sont un peu toujours dans la répétition et qu'ils s'installent un peu dans leur vie passée. Et ça a certainement un côté, un aspect de vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Et, comme je disais tout à l'heure par rapport au premier baiser, et quand on refait un peu, quand on fête la date, les débuts, quand on fête une relation, on fête le début de la relation, on fête pas le milieu de la relation, on fête le début. Alors le jour de la rencontre et le jour du premier baiser. Et donc finalement, la joie enfantine, c'est pas une régression, ce n'est pas une fuite en arrière, c'est juste parce que le plaisir on a été d'une intensité inégalée. Cela ne s'est pas reproduit, ou alors notre mémoire ne l'a pas enregistré. Voilà, une chose qui est là aussi très plausible. J'ai eu un plaisir d'une intensité d'un certain niveau, et puis la fois d'après j'ai eu la même intensité. Puisque c'est la même intensité, deuxième événement, il est relégué aux oubliettes et on conserve que le premier événement. Parce que j'ai pas besoin d'avoir plein d'exemples de ces moments qui se ressembleraient. Mais bon, voilà, c'est une interprétation un peu poussée. En tout cas, les premiers moments, en tout cas les moments les plus forts, d'après nos souvenirs toujours. Donc la première fois, moi je me souviens de mon plaisir. Maintenant je le reconstitue évidemment, mais je suis sur mon tricycle et le plaisir que chaque enfant a éprouvé, chaque enfant garçon j'allais dire, à pédaler le plus fort possible. Et ce plaisir, j'ai l'impression qu'il n'a pas duré longtemps, mais en tout cas j'en ai gardé. Et je n'ai jamais voulu me séparer de ce tricycle. Et quand je l'ai trouvé manquant, ça m'a fait un gros chagrin. Et donc le tricycle, et par exemple, là aussi, une fois, mon père m'a acheté un pistolet, et évidemment en plastique. Mais cet achat, il y avait
pour moi, je ne sais pas, quelque chose là aussi qui m'a fait. Donc le plaisir enfantin, en fait, des plaisirs en enfantin, on n'en a pas eu beaucoup. Et c'est parce qu'ils sont rares qu'ils restent très, comme ça, très reconnaissables et très saillants et très, finalement, très indiquants. Il y a des plaisirs qui ne sont pas mis en avant et pourtant ils ont été très forts, notamment le plaisir gustatif, le plaisir le plaisir, peut-être le plaisir olfactif aussi. Moi je garde un plaisir incomparable de l'odeur des fleurs d'oranger. C'est pour moi quelque chose. Après, peut-être, voilà, donc on a comme ça quelques petits exemples. Alors quand on dit, je voudrais un peu éprouver un plaisir enfantin, c'est un plaisir finalement parce qu'il semble limité par rien. Il semble totalement libéré, pas du tout circonscrit, pas du tout... il n'est pas dans la retenue, il est dans l'expressivité la plus totale. Il ne se gêne pas pour se manifester, pour être bruyant, être très démonstratif. Voilà, on voudrait, et c'est vrai que adulte, quelquefois on a du mal à montrer notre joie et notre plaisir, à être avec des gens que nous apprécions. On est dans l'économie de l'expressivité, et on retient nos sentiments. On montre plutôt un aspect presque neutre. On a presque des relations impersonnelles avec des gens qui sont importants pour nous. C'est une contradiction. La révélation, c'est aussi, en attente de révélation, c'est aussi les mots qui se cacheraient derrière. Les mots comme ça, premiers. Les mots qui sont audibles. Et derrière, il faudrait peut-être entendre autre chose. Comme on dit un texte, d'un texte écrit, voilà, ce texte, bien sûr, première lecture, il faudrait pouvoir lire entre les mots, mais il faudrait aussi interpréter, il faudrait aussi... Donc, il y a des choses qui sont audibles, bien entendu, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Et cette vérité est cachée aussi à la conscience de celui qui parle. Bien sûr, cela a été analysé avec le concept de l'inconscient, etc., ou du subconscient. C'est clair que ce n'est pas une découverte, c'est juste une sorte d'évidence, c'est devenu une évidence, mais n'empêche que il y a, j'allais dire les mots premiers, il y a une sorte de voilà, une attente de révélation. Donc qu'est-ce que ça cache finalement? Le choix d'un mot. Quand on discrimine un mot et quand on fait par exemple de l'autocensure, mais là c'est assez classique, mais quand on préfère un mot à un autre, ou aussi quand on n'a pas accès à d'autres mots, parce qu'on ne les a pas, parce qu'on ne les a jamais eus, ou parce qu'on les a eus et qu'on ne les a plus, il y a dans le langage énormément, j'allais dire, de territoires et de continents. Il y a comme ça, on découvre, quand quelqu'un fait usage d'un mot qui n'est pas très courant, on découvre que ce mot-là existe et qu'il correspond à un usage précis. Ce n'est pas un mot superflu, mais c'est un mot au contraire très précis et qui finalement il fait naître une perception supplémentaire
de la réalité. Il apporte une contribution supplémentaire à ce rapport qu'on a avec la réalité. La réalité est faite de mots, mais elle est faite de mots très accessibles et de mots relativement peu accessibles à la majorité. Et puis après, on a toujours l'espace où il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que, ne serait-ce que pour dire les choses, quand en fait on est fatigué des mots. Et quand on a atteint, quand on est dans l'imposture, que quelque part on est juste dans l'alignement de mots, des mots pour en montrer une certaine maîtrise, quand on est dans la performance et qu'on n'est pas dans la vérité, mais quelquefois on est plus en désir de vérité et on n'est pas en désir d'imposture ou d'artificialité non plus. On est en désir non pas de se taire, mais voilà un problème, donc rapport avec la révélation. On est en désir d'une nouvelle expression. Et comme on pourrait parler de quatrième dimension, cinquième, sixième dimension, on voudrait avoir accès. C'est vrai qu'on est, on vit en trois dimensions, on voudrait avoir accès même à une demi-dimension supplémentaire. Rien, on voudrait ajouter. Alors, quelquefois, ça pourrait passer par la création d'un nouveau langage, mais quelquefois, ça pourrait passer par le non-langage. Alors, le non-langage, c'est pas ce que c'est. Donc, ce n'est pas le langage du corps, c'est pas. Il faudrait trouver autre chose. Alors, on n'a pas le langage des odeurs, on n'a pas. Donc, comment faire? Comment faire pour ne plus être toujours prédéterminé et par les mots, et que dire? Surtout quand les mots que je mets dans ma bouche, ce sont les mêmes mots que met un tel ou un tel ou un tel. Et voilà. Et là-dedans, c'est vrai que je ne rejette pas cette proximité-là, et cette communauté-là. Je ne la rejette pas. Mais quelquefois, j'aimerais bien pouvoir un peu m'en isoler. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui vit en couple, mais qui voudrait un peu prendre quelques heures à lui, voilà, ou quelques jours à lui, voilà, dans l'année. J'aimerais pouvoir utiliser, alors, je sais pas par quoi ça pourrait passer. En tout cas, je cherche, je fouille, je trifouille, je sais pas si et je cherche une manière de dire. Alors, j'utilise les mêmes mots, mais pour en faire une sorte d'usage qui n'est pas très, académique. Voilà, c'est la seule, finalement, la seule originalité dont je fais preuve jusqu'à maintenant. Alors, en attente de révélation, bien entendu, j'ai osé prendre la parole. Ce n'était pas du tout prévu. Et c'est aussi une sorte d'accoutumance. J'avais parlé dans la journée et deux essais, mais qui n'étaient pas très concluants. Et je me disais, on cherche aussi, pour parler, il faut trouver aussi une sorte, un angle d'attaque. Et, et quand on a un titre déjà qu'on a traité, si on a envie d'y revenir, on a peur d'y revenir un peu avec les mêmes mots. On voudrait laisser passer un peu de temps entre les différentes euh, euh,
les différentes, comment dire, les différents traitements. Voilà, donc il faut laisser passer un peu de temps pour varier les approches. Voilà, donc il faut trouver toujours quelque chose qui soit original. On attend de révélations. C'est déjà quelque chose que j'ai traité sûrement dans une sorte titre sous un titre que je pense comme ça. On attend de vérité. Ça n'a rien d'original pour moi ni pour personne. Mais voilà, c'est juste un moment singulier dans l'espace-temps. Il y a toujours ce sentiment qui peut revenir, comme ça il revient là maintenant, que je suis en train de faire une activité que peu de personnes dans cet hémisphère font à la même heure. Il y a des gens qui sont en train de se lever, ou alors des gens qui rentrent de leur travail, et mais il n'y a personne. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est en train d'écrire ou quelqu'un qui est en train de s'enregistrer parlant. Ce n'est pas l'heure. À 5 heures du matin, c'est pas vraiment l'heure. Soit on est couché, soit on va se lever, soit on vient de se coucher, soit on va se lever, mais on n'est pas encore tout à fait dans les meilleures dispositions pour prendre la parole ou pour commencer à transcrire ses pensées. C'est cela. Alors, bien entendu, c'est l'occasion. Il est trop tard pour envoyer quelques petites, j'allais dire, tapes amicales aux gens qui seraient en train de rêver. Il y a des gens qui sont en train de se réveiller, donc c'est un peu tard. Mais quelque part, j'aimerais, comme qui dirait, un petit, finalement essayer de joindre quelqu'un, je sais pas, de très qui se trouverait en train de rêver, d'essayer de lui envoyer un petit clin d'œil. Voilà. Je te souhaite de passer un bon moment. C'est pas toujours facile de vivre sans sommeil. On peut passer par des moments assez délicats. Donc, c'est une, comment dire, c'est une activité qui nous est imposée, dans laquelle on n'est pas toujours à l'abri de devoir revivre certains épisodes douloureux de notre vie. Donc je souhaite un peu plus d'apaisement, de l'apaisement à tous ceux qui pourraient finalement euh, euh, être exposés ou euh, voilà, à des perturbations, à des petits moments, quoique le rêve, contrairement à la parole, le rêve est quelque chose de très concentré. Je pourrais me mettre à parler très vite, et je ne le fais pas, en tout cas, je n'en ai pas non plus la force. En tout cas, le rêve, c'est un concentré, et là aussi, c'est quelque chose qui défie l'espace et le temps. Voilà, on peut vivre une expérience qui semble durer une infinité de temps, en fait la vivre en quelques flashs de temps. C'est vraiment une expérience intéressante, mais personne ne peut le dire. Ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, il y a le rêve, mais quand on vit une chose, quand on se rappelle de quelque chose, ou alors quand on plus ou moins on associe plusieurs choses entre elles, parce que c'est ça aussi le rêve, c'est une sorte de recomposition de scènes déjà connues avec des éléments comme ça qui sont mis côte à côte, et voilà, de façon totalement improbable, totalement, j'allais dire, innovante, totalement nouvelle, hein. Il y a des choses comme ça, et on ne sait pas. On pourrait peut-être avec les appareils actuels mesurer, dire voilà, il y a tant de, il y a une activité comme ça
de rêve, cette activité va durer, etc. Mais on ne peut pas dire cette scène-là qui, voilà, ce pic correspond à une scène. Cette scène, elle dure 3 dixièmes de seconde et la scène à côté, elle va durer un peu plus ou un peu moins. Alors, qu'est-ce qui fait l'intensité et la durée subjective d'une scène? Est-ce le temps qu'elle dure, le temps de sa durée, ou est-ce autre chose? Donc, voilà une question qui reste posée. Donc, on souhaite une bonne traversée à tous ceux qui sont encore sous l'emprise des rêves. On leur souhaite vraiment de revenir à la vie avec de bonnes impressions et avec voilà, donc que le réveil soit le plus finalement qu'ils se sentent dans une sorte de paix, en tout cas voilà, simplement comme ça, c'est vraiment des sentiments un peu simples, un peu trop, comment on dit, euh, un peu trop, non pas, pas stéréotypé, mais un peu trop, bon, je ne trouverai pas le terme, et pourtant j'en étais pas loin, consensuel, et c'est comme ça. C'est, voilà, le terme, je l'ai trouvé. Simplement, voilà, donc, ça montre que finalement, là aussi, de ce rapport à la vérité, et on se dit, en avançant dans l'âge, on va avoir accès à une meilleure compréhension parce qu'on aura, on aura intégré plus d'éléments et donc finalement notre vision sera très intégrante et très chargée très complexe et vraiment elle prendra en compte énormément d'éléments, le maximum d'éléments, mais finalement ce n'est pas si évident que cela. Le fait d'avancer dans la vie fait qu'aussi qu'on se retrouve un peu amputé de certaines de ses capacités, ne serait-ce qu'au niveau des mots. Alors si je perds des mots auxquels j'avais accès sans aucun effort auparavant, si cela se passe de maintenant, et que ça semble s'être installé. Alors, je dis pas, je peux rien garantir pour ce qui est de la compréhension. Il est possible que ma compréhension, elle aussi, ait subi une sorte de dégradation et que ce qui m'apparaît comme une possibilité de compréhension n'est en fait qu'une sorte de choses dont je présume, mais sans possibilité de les vérifier. Je pense pouvoir accéder à quelque chose, mais en fait, j'ai de moins en moins de chances de pouvoir y accéder au fur et à mesure que j'avance dans l'âge. Donc j'admets mes faiblesses et mes impuissances passées et à venir. C'est évident que là, c'est là aussi l'intérêt de vieillir, c'est qu'on ne s'accroche pas à une sorte de défense comme ça, sans fin de soi et du statut qu'on voudrait finalement s'attribuer, etc. Je n'ai rien à défendre. Je n'ai pas de territoire à défendre, j'ai pas de drapeau, j'ai pas de nation, j'ai pas de doctrine, j'ai rien à défendre. Je peux renoncer à la totalité de tout ce que j'ai sans aucun problème. J'appartiens à je ne sais quoi. J'appartiens à mes bactéries, peut-être à ma faune, comment dire, stomacale, je sais pas.
j'appartiens à mes cellules, j'appartiens à cette forme qui pour l'instant se maintient. Voilà, cette forme qui est dans un état de stabilité, instable. Voilà, je peux, si je continue de vivre, je continue aussi euh, de permettre à des générations de bactéries de pouvoir. Est-ce que j'ai, moi, des populations de bactéries qui me sont spécifiques dans ce qu'on appelle j'ai oublié le terme, dans ce qu'on appelle le microbiote, je ne sais pas, intestinal ou je ne sais pas quoi, en tout cas, pareil que il y a le ventre, enfin l'estomac ressemble à une sorte de cerveau, il serait physiologiquement parlant comme une sorte de deuxième cerveau, quelque chose. Voilà, que j'appartiens aussi à mon microbiote et peut-être que j'en ai un de bien particulier qui est le résultat de plein de choses. Alors, euh, comme il est évident que j'ai quelque chose de singulier qui me différencie des autres. C'est obligé que je ne sois pas une parfaite image inversée de quelqu'un. C'est obligé que j'ai quelque chose à moi, même si cette chose n'est pas énorme. Voilà, donc comme mon ADN ou des choses comme ça, mon ADN est sûrement très proche de quelqu'un d'autre, mais moi, ma différence, c'est peut-être de l'ordre du 1 millionième ou 1 milliardième. Mais voilà, donc mon microbiote, ben, finalement, il est spécifique, il est unique, et en vivant, je continue de lui assurer une certaine permanence. Voilà la chose à laquelle je sers. Je sers à cela. Après, voilà, la révélation, c'est de ne pas croire qu'on est quelqu'un, j'allais dire, de qu'on n'est pas un être irremplaçable, qu'on n'est pas un sauveur, qu'on n'est pas ceci ou cela, et que qu'on s'appartient jusqu'à un certain point, et que, etc. Si, évidemment, euh, le Christ n'avait aucune idée de ce que c'est son message ou son aventure allait donner. Donc le Christ, voilà, donc c'est le Christ, c'est d'abord par les récits qu'on en fait ses disciples, mais donc obligatoirement ils y ont mis des choses, voilà, qui n'ont peut-être pas eu lieu, certaines, j'allais dire, un degré de faux, voilà, un degré d'invention. C'est pas un problème, l'invention est une chose merveilleuse. Voilà. Quand on invente quelque chose euh, qui, qui paraît cohérent et qui est convaincant, pourquoi pas. L'illusion est aussi utile que finalement que la désillusion, c'est utile. Voilà, pour varier les plaisirs, il faut pouvoir, et les goûts, il faut pouvoir finalement avoir accès à une palette la plus large possible des sensations et des impressions, et etc., etc. Voici donc la fin de ce propos. Ça atteint, évidemment, au bout d'un moment, c'est en train de mourir, donc voilà, ça s'entend. Il y a, il y a une limite pour tout. La chose est arrivée à ses limites. Donc, c'est comme ça. Alors, comme on dit, ouais, je cherchais un peu la figure non pas d'un être charismatique, mais d'un être qui serait, qui serait, que,
non pas clivant, mais quelqu'un qui créerait une sorte de discontinuité suffisamment importante pour que ça marque une rupture entre deux périodes, entre deux, deux façons de vivre et de commercer avec la vie. Voilà, donc en attente de révélation, c'est tout ce qu'il y a pour ce moment. La révélation, elle n'est pas venue, c'est vrai. Et moi, je ne suis pas dans les bonnes conditions pour pouvoir finalement la recevoir. Je ne me suis pas imposé une discipline particulière, je ne me suis pas imposé un régime de vie. Je me remplis le ventre et quelquefois un ventre plein, bah, ça veut dire l'esprit un peu alourdi, un peu abruti par la digestion et par le contentement. Quand je mange et que je suis content. Alors quand je suis content, je ne peux pas développer un rapport un peu un rapport un peu défiant ou un rapport un peu problématique avec l'existence. Si j'ai accès à une source de plaisir et qu'en plus ce plaisir il me permet finalement de voyager aussi, parce que quand on fait quelque chose qui constitue un lien avec d'autres personnes, avec une autre partie de notre vie, bah, finalement on est nourri doublement et peut-être triplement. Il y a là quelque chose. D'abord, on a fait quelque chose pour soi-même. Après, il y a le contentement au moment de la gestion. Et puis, ce dessert que j'ai fait, ben, c'est le dessert que me préparait ma mère. Mais je ne l'ai pas fait comme elle le faisait, mais je continue par là la tradition, et je continue par là l'œuvre de ma mère, même si ce n'est pas elle qui l'a préparée, ben, c'est aussi une sorte de lien que je conserve avec elle. Donc voilà, dans ces conditions, j'ai pas déclaré le monde illégitime ou illégal ou désobéissant à quelque loi que ce soit. Le monde il est le monde. On ne peut pas l'encager, on ne peut pas le comprimer, on ne peut pas le forcer à prendre une direction ou une autre. Le monde, c'est comme ce chardonneret à chaque fois. C'est le chardonneret, c'est vrai qu'il chante merveilleusement bien et tout, mais il passe son temps à vouloir s'échapper, à essayer de trouver comment se glisser entre les barreaux de sa cage. C'est voilà, donc on peut contraindre les gens à un moment donné à vivre sous un régime ou sous l'autorité ou sous le joug de certaines lois et certaines... mais les gens vont s'ingénier finalement à se libérer d'une façon ou d'une autre. Ça peut prendre des siècles, ça peut prendre des millénaires, mais les gens vont quand même finalement trouver des sources d'arrangement et des moyens de composer. Alors voilà, donc ceci est l'écho, là aussi, d'une chose que j'ai entendue dans le débat auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Voilà comment les choses, moi je me nourris un peu d'autres choses que j'ai entendues, et puis de choses que j'ai entendues ailleurs, et puis je les incorpore, etc., etc. Il n'y a pas, il n'y a rien qui apparaît comme ça, il y a une continuité, et bien sûr,
y a une petite différence, mais ce n'est pas très fondamental. On continue dans la même entreprise d'élucidation et d'interprétation du monde. Alors soit on interprète les textes fondateurs, soit on essaie d'aller au-delà de ces textes fondateurs et d'inventer de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles formes de rapport à la vie, de rapport à l'existence, de rapport à l'inconnu, de rapport à la vérité, de rapport à l'absolu, de rapport à l'univers, de rapport à la totalité des phénomènes, de rapport vraiment au mystère. Voilà, donc si l'on peut finir avec un terme qui peut être finalement incorporé et un terme qui est très consensuel auprès de tous, le mystère. Alors le mystère, voilà, c'est pas le mystère ou les mystères. Voilà, à vous de, je ne sais pas quoi dire de plus, mais à vous, à chacun d'entre vous, d'essayer de placer les mots que vous jugez adéquats pour, pour tenter d'interpréter ce concept du mystère et des mystères. C'est quoi les mystères? C'est quoi? Pourquoi ça existe encore? À quoi ça sert? Quelle est leur utilité? Faut-il finalement nourrir le mystère, l'aider à toujours exister, ne pas chercher à en venir à bout, ne pas chercher à le banaliser, ne pas chercher à le domestiquer. Voilà, une force, le mystère c'est une force qui continue de nous nourrir, quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous questionne, quelque chose qui quelquefois nous effraie. Voilà, le mystère de nos frayeurs éternelles. Pourquoi je m'effraie devant certaines choses et pas devant d'autres. Voilà, je suis un vrai mystère pour moi-même. Voilà une façon d'entreprendre ce concept-là. Je suis un mystère à moi tout seul. Tu es un mystère pour moi. Voilà, le mystère, c'est pas très culpabilisant. C'est un terme plutôt qui vous décharge un peu de trop de culpabilité. Vous dites, vous mettez quelque chose sur le compte du mystère. J'ai agi comme ça, je ne sais pas. Mystère. Voilà. C'est mystère total. Voilà. Moi, j'ai pas la réponse. À vous me la donner. Pour moi, c'est quelque chose de mystérieux. Voilà une façon de s'accommoder et d'entretenir un rapport intéressant. Et voilà. Et avec ce concept-là. Et voilà comment j'ai réussi, malgré tout, à dire quelque chose à propos du mystère, alors qu'au début, qu'avant, j'avais rien à dire. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et voilà, simplement, longue vie aux mots, longue vie à tous ceux qui font des efforts pour finalement faire de leur vie quelque chose de varié, très diversifié, pas très vivant, parce que là c'est une phrase toute faite, mais qui font quelque chose et qui n'acceptent pas finalement, qui ne s'accommodent pas facilement du silence. Le silence est une chose, pas un mystère, c'est une sorte de chose un peu fade, pas toujours très
très intéressante. Le silence, c'est un peu l'absence de toute révélation, justement. Il ne se passe rien quand on vit dans le silence. Au bout d'un moment, on a devant soi qu'une vision, que des sortes de paysages vides. Il ne se passe rien. C'est le silence, il ne se passe plus rien. On est silencieux à l'extérieur et à l'intérieur. On est silencieux dans nos vies, dans nos... Voilà. Voilà, plutôt la parole que le silence, tout sauf un certain type de silence.